Mon père a dit, ne viens pas aux retrouvailles des familles. Nous coupons les ponts. J'ai répondu simplement, compris. Ensuite, j'ai retiré mon nom du prêt de 1,38 million d'euros. 24 heures plus tard, 68 appels manqués. Ambre Dubois, 32 ans, ne pensait jamais que son père lui demanderait de disparaître de sa vie. En grandissant, ils étaient inséparables. Partie de pêche, aide aux devoirs, sourire fier à sa remise de diplôme. Pourtant, l'année dernière, papa l'a regardé dans les yeux et a dit « Ne te montre plus jamais ». Tout cela parce qu'elle ne voulait pas lui donner plus d'argent pour un investissement garanti. Malgré tout, elle a continué à aider financièrement ses parents. Puis leur prêt s'est effondré, révélant des vérités qui ont brisé leur famille à jamais. Avant de partager son histoire, elle demande où l'on regarde depuis les commentaires et rappelle de liker et s'abonner si l'on a déjà ressenti la piqûre des liens familiaux rompus par la pression financière. Lyon, France, a servi de toile de fond à son enfance. Un endroit où la pluie semblait nourrir non seulement la verdure luxuriante, mais aussi les liens familiaux. Leur modeste maison de 2 étages dans le quartier de la Croix-Rousse n'était pas luxueuse, mais c'était indéniablement chez eux. Son père, David Dubois, travaillait comme chef de chantier pour une entreprise de taille moyenne, ses mains calleuses sentant toujours légèrement la sueur et le café. Sa mère, Marie Dubois, enseignait en CM1 à l'école élémentaire locale, rentrant chez elle chaque après-midi avec des chutes de papier coloré collées sur ses pulls et des histoires des facéties de ses élèves. La stabilité financière n'était pas une préoccupation pour Ambre pendant son enfance. Les factures étaient payées, les courses apparaissaient dans leur réfrigérateur. Et bien qu'ils n'aient pas les gadgets les plus récents ni les vêtements les plus chics, ils ne se sont jamais sentis privés. Ce qu'elle appréciait le plus, c'était leurs voyages annuels à la Côte d'Azur. Papa louait une petite villa pendant une semaine chaque été, et ils passaient leur journée à ramasser des coquillages, à construire des châteaux de sable élaborés et à regarder le coucher du soleil depuis la plage. Ces voyages étaient sacrés. Le téléphone professionnel de papa restait éteint. Maman laissait ses plans de cours à la maison. Et pendant 7 jours précieux, ce n'était que 3 contre le monde. L'océan nous rappelle à quel point nos problèmes sont petits, disait papa. Debout jusqu'aux chevilles dans les vagues, le bras autour de ses épaules. Souviens-toi de ça, Ambre. Peu importe ce qui arrive dans la vie, il y a toujours quelque chose de plus grand que soi. Ces mots lui reviendraient des années plus tard avec une amère ironie. Son parcours académique a commencé avec d'excellentes notes au lycée, aboutissant à une bourse d'études à l'université de Lyon. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, papa l'a accrochée au réfrigérateur comme si elle était encore à l'école primaire. Ma fille, la première Dubois à aller à l'université. A-t-il annoncé à qui voulait l'entendre, voisins, caissiers, même des inconnus aux stations-service. Sa fierté était palpable, et cela a alimenté sa détermination à réussir. Paris a ouvert un nouveau chapitre dans sa vie. Le programme de conseiller financier était rigoureux, mais elle a prospéré dans ce défi. Entre les cours, elle travaillait à temps partiel dans une banque locale, apprenant le côté pratique du monde financier que les manuels ne pouvaient pas enseigner. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que prévu, ses parents rayonnant dans le public alors qu'elle recevait son diplôme. Nous ne t'avons pas donné grand-chose. Mais tu en as tiré le meilleur parti, a murmuré maman en la serrant dans ses bras après, les larmes aux yeux. Ambre voulait lui dire qu'elle lui avait donné tout ce dont elle avait besoin, stabilité, encouragement, amour, mais les mots lui sont restés coincés dans la gorge. Le marché du travail s'est avéré plus difficile que les examens en classe. 3 mois de refus ont mis à l'épreuve sa détermination jusqu'à ce que la banque privée lyonnaise donne une chance à une jeune diplômée. Le poste d'entrée de gamme était modestement rémunéré. Mais elle a abordé chaque tâche avec le même dévouement qu'elle avait appliqué à ses études. Nuit tardive, travail le week-end, bénévolat pour des projets difficiles. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour prouver sa valeur. La stratégie a payé. En 3 ans, elle est passée de conseillère junior, puis de conseillère senior. Au moment de son 28e anniversaire, les clients faisaient confiance à ses conseils. Les collègues sollicitaient son avis, et la direction reconnaissait son potentiel. La sécurité financière, quelque chose qu'elle avait tenu pour acquis pendant son enfance, est devenue son expertise professionnelle et sa réussite personnelle. Pendant ce temps, des changements subtils sont apparus lors de ses visites à la maison. Les décorations saisonnières que maman aimait restaient dans les placards.
Le véhicule de confiance de papa avait l'air de plus en plus délabré. Le réfrigérateur contenait des produits de base de marque magasin au lieu des articles spécialisés que maman s'offrait autrefois. Lorsqu'elle a mentionné ces observations, leurs réponses sont venues trop vite, trop vives. Nous nous simplifions la vie, dirait maman. Moins de choses, moins de stress, ajouterait papa. Elle aurait pu les croire si ce n'était pas pour les flacons de médicaments qu'elle a remarqués sur la table de chevet de maman lors d'un séjour d'une nuit. Des médicaments pour des affections qu'elle n'avait jamais mentionnées, ou les avis de recouvrement qu'elle a aperçus sous un magazine en cherchant un stylo. Ou le ruban adhésif tenant les coussins de leur canapé ensemble. La crise économique a frappé la région lyonnaise plus durement que le reste du pays. L'entreprise de construction de papa a réduit ses effectifs, diminuant ses heures et éliminant les primes qui finançaient leur voyage à la Côte d'Azur. Le district scolaire de maman a mis en place un gel des embauches, arrêtant les augmentations de salaire sur lesquelles elle comptait. Ils n'ont jamais demandé directement de l'aide. Leur fierté ne le permettrait pas, mais le besoin devenait de plus en plus évident. Sa première tentative d'assistance est venue sous la forme d'un chèque en guise de remerciement pour avoir soutenu son éducation. Nous ne t'avons pas mis à l'école pour devenir notre dépendante, a dit papa, en lui rendant le chèque non encaissé. Lors de sa prochaine visite, elle a réessayé avec des cadeaux pratiques, de nouveaux appareils de cuisine. Des factures de services publics prépayées, des cartes cadeaux pour leur restaurant préféré, des articles qu'ils ne pouvaient pas facilement refuser sans paraître ingrats. Maman a accepté ces attentions avec des remerciements émouvants tandis que papa gardait un silence stoïque qui devenait plus lourd à chaque cadeau. Finalement, elle a mis en place des virements mensuels automatiques sur leur compte. Suffisamment petits pour ne pas blesser la fierté de papa, mais suffisants pour atténuer leurs préoccupations les plus pressantes. Maman a appelé pour accuser réception du premier dépôt. Sa voix mêlant gratitude et gêne. Ton père n'a pas besoin de savoir d'où cela vient exactement, a-t-elle suggéré. Je lui dirai que c'est pour mes cours particuliers. C'était la première fois que maman lui demandait de mentir à papa. Et cela aurait dû être un signe avant-coureur. Au lieu de cela, elle a vu cela comme une solution pratique et a convenu que cette petite tromperie deviendrait un schéma qui contribuerait finalement à la désintégration de leur famille. Alors que sa carrière s'épanouissait, elle a rencontré Julien Moreau, un ingénieur logiciel dont la gentillesse et la stabilité complétaient sa nature ambitieuse. Après 3 ans ensemble, il l'a demandé en mariage lors d'un week-end à Annecy. La bague était exactement ce qu'elle aurait choisi, un simple solitaire qui brillait sans ostentation. Ils ont immédiatement appelé leurs parents pour partager la nouvelle. C'est merveilleux, ma chérie, a dit maman, son enthousiasme semblant forcé. Bien pour toi, a ajouté papa après une pause maladroite. Julien est un type décent. Leur réaction tiède l'a blessée, mais elle l'a attribué à un mauvais timing ou à une mauvaise connexion. Plus tard, elle comprendrait que c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. La fête de fin d'année est arrivée 2 mois après leur fiançailles. Julien et Ambre ont fait leur sac pour la nuit et ont conduit pendant 3 heures de Paris à Lyon, prévoyant d'annoncer leur date de mariage et de discuter des premiers préparatifs. Les rues familières du quartier de son enfance les ont accueillis, bien qu'elle ait remarqué plus de panneaux de saisie immobilière que lors des visites précédentes. La maison familiale semblait plus délabrée qu'elle ne s'en souvenait. Gouttières affaissées, peintures écaillées autour des fenêtres, le jardin avant envahi par les mauvaises herbes. Maman les a accueillis avec sa chaleur habituelle, bien que les ombres sous ses yeux trahissent des nuits sans sommeil. Le câlin de papa semblait préfabriqué. Son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. La table de fête racontait sa propre histoire. Disparus les plats faits maison traditionnels de maman. Remplacés par des alternatives achetées en magasin. La belle vaisselle est restée dans les placards, les assiettes de tous les jours prenant leur place. Le cognac habituel de papa avant le dîner avait été multiplié par 3 au moment où ils se sont assis pour manger. Alors, j'ai dit, essayant d'alléger l'atmosphère. Nous pensons à un mariage en juin. Rien de trop élaboré. Peut-être 50 invités dans ce jardin botanique de Lyon. Maman a réussi un sourire sincère. Ça a l'air charmant, ma chérie. Papa a planté sa fourchette dans sa dinde. Les jardins coûtent cher. Un tribunal fonctionne tout aussi bien. Julien lui a serré la main sous la table, un signal silencieux de rester prudent. Nous économisons, a offert Julien. Et le cabinet d'Ambre offre aux employés un bonus de mariage. Eh bien, n'est-ce pas spécial? A marmonné papa,
remplissant à nouveau son verre. Maman lui a lancé un regard d'avertissement avant de se tourner vers Ambre. « Comment va le travail, Ambre ? » Toujours satisfaite du monde de la finance. « Ça se passe très bien, » a répondu Ambre. Reconnaissante du changement de sujet. « Je viens de prendre plusieurs nouveaux clients et la performance de mon portefeuille est impressionnante, le travail est très bien, » a répondu Ambre. Grateful pour le changement de sujet. Je viens de prendre plusieurs nouveaux clients et la performance de mon portefeuille est impressionnante, papa a interrompu. En jouant avec l'argent des autres pendant que les vrais travailleurs perdent tout. David, s'il te plaît, a murmuré maman. Quoi ? Elle devrait savoir ce qui se passe. Tout le monde n'a pas des emplois de bureau douillet et des primes de mariage. La pièce est tombée dans le silence. Julien a étudié son assiette tandis que maman clignait rapidement des yeux. Luttant contre les larmes. Ambre a posé sa fourchette, comprenant soudain la tension. « Papa, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» La question est restée en suspens jusqu'à ce que maman réponde enfin. « Ton père a perdu son emploi il y a 6 mois. L'entreprise a fermé son bureau de Lyon. » Papa lui a lancé un regard noir. J'allais trouver le bon moment pour le lui dire quand la voix de maman s'est élevée de façon inhabituelle. Après qu'ils aient pris la maison, nous avons 3 mois de retard sur le prêt hypothécaire. Ambre, la banque a envoyé un dernier avis la semaine dernière. La révélation a frappé comme un coup physique. 3 mois. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? J'aurais pu aider. Nous n'avons pas besoin de charité. Papa a rétorqué. Ce n'est pas de la charité. C'est de la famille. J'ai répliqué. Mon calme professionnel m'a abandonné. Qu'en est-il de vos économies ? Le fonds d'urgence. Le rire de papa n'avait rien d'humoristique. Disparu. Les frais médicaux ont tout pris. Je me suis tourné vers maman qui évitait mon regard. Quels frais médicaux ? Êtes-vous malade ? Une condition thyroïdienne, puis des complications, a-t-elle admis. L'assurance en a couvert une partie, mais les franchises, les spécialistes. Sa voix s'est éteinte. Je travaille à temps partiel à l'école Comed, a-t-elle poursuivi après un moment. Mais ce n'est pas suffisant avec les médicaments et le prêt hypothécaire. Julien, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole. Monsieur Dubois, Madame Dubois, Ambre et moi pouvons aider au moins à rattraper le prêt hypothécaire afin que vous ayez de la marge pour trouver des solutions. Papa s'est reculé de la table. Vous pensez que jeter de l'argent sur nous résout tout ? Que nous avons besoin de vos dons. Papa, j'ai plaidé. Ce ne sont pas des dons. C'est pour éviter une crise. Laissez-moi payer les arriérés du prêt hypothécaire. Ensuite, nous pourrons nous asseoir ensemble et établir un plan. Un plan ? A-t-il répété d'un ton plat. Tes plans financiers sophistiqués. Maman a attrapé sa main. David, s'il te plaît. Nous devons être pragmatiques. Le face-à-face a duré plusieurs moments tendus avant que les épaules de papa ne s'affaissent de défaite. Très bien. Fais ce que tu veux. Tu le feras de toute façon. Un soulagement mêlé de blessures alors qu'Ambre esquissait un plan immédiat. Elle contacterait leur société hypothécaire le lendemain. Paierait le montant dû et les aiderait à restructurer leurs finances. Maman a exprimé sa gratitude émue tandis que papa hochait la tête avec raideur, s'excusant avant le dessert. Plus tard. En aidant maman à faire la vaisselle, Ambre a posé la question qui la préoccupait. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Elle s'est concentrée sur le frottement d'une casserole déjà propre. Ton père, sa fierté. Il ne voulait pas que tu penses moins de lui. Je ne pourrai jamais penser moins de lui, a dit Ambre, le pensant malgré la tension de la soirée. Il a toujours été le pourvoyeur. Ayant soudainement besoin d'aide de sa fille. C'est difficile pour lui à accepter. Ambre comprenait théoriquement. Mais ne pouvait pas concilier cela avec la réalité pratique de perdre potentiellement leur maison. Pourtant, maman, 3 mois de retard, c'est sérieux. Je sais, a murmuré maman. J'ai voulu t'appeler plus tôt, mais chaque fois que j'essayais, il promettait que les choses s'arrangeraient. Un entretien d'embauche semblait prometteur. Ou un ancien collègue mentionnait une opportunité. Elle a posé la casserole, les mains tremblantes. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû insister. Julien et Ambre avaient prévu de rester tout le week-end,
mais l'atmosphère est restée tendue. Papa a fait des commentaires passifs-agressifs sur les citadins et leur argent facile. Chaque pic coupant plus profondément qu'il ne le savait. Quand il a suggéré que son succès venait du fait d'être belle en jupe plutôt que d'une véritable acuité financière. Elle a décidé qu'il devait partir. Nous avons une réunion tôt demain, a-t-elle menti, faisant ses valottes le dimanche matin au lieu de dîner comme prévu. Maman ne l'a pas cru. Mais n'a pas contesté l'excuse. Merci, a murmuré maman en les serrant dans ses bras. Au revoir pour tout. Papa a fait un signe de tête de rideau depuis son fauteuil. Les yeux fixés sur un match de football qu'il ne regardait pas vraiment. En s'éloignant de la maison, Ambre a lutté contre les larmes. Interprétant mal son silence comme une inquiétude quant à l'argent. Une fois qu'ils seront remis sur pied, ton père verra que tu essayais juste d'aider. Ambre a hoché la tête, voulant le croire. La réalité s'avérerait bien plus compliquée. La société hypothécaire a accepté de renoncer à certains frais de retard après qu'Ambre ait payé le solde dû et mis en place des paiements automatiques depuis son compte. Vint ensuite les factures médicales, une pile plus haute qu'elle ne l'avait anticipé, révélant des traitements et des médicaments que maman n'avait jamais mentionnés. Certaines remontaient à des années, suggérant que ces problèmes de santé étaient une préoccupation à long terme tenue cachée d'Ambre. Julien l'a aidé à créer une feuille de calcul complète traquant tous les paiements, un système pour organiser l'engagement financier croissant envers ses parents. Entre le prêt hypothécaire, les dépenses médicales, et une modeste allocation mensuelle pour les produits d'épicerie et les services publics, près de 30% de son revenu allait désormais à leur soutien. Ils ont ajusté leur propre budget, reportant la rénovation de la cuisine qu'ils avaient prévue et réduisant la portée de leur mariage. C'est temporaire, a assuré Ambre à Julien. Juste jusqu'à ce que papa trouve du travail et qu'il se stabilise. Il ne s'est jamais plaint, bien qu'elle ait remarqué qu'ils consultaient leur compte conjoint plus fréquemment. Un léger froncement entre ses sourcils qui n'y était pas auparavant. La recherche d'emploi de papa a progressé avec un enthousiasme sporadique. Il poursuivait un poste agressivement pendant des jours. Puis se décourageait par les salaires plus bas offerts ou la préférence pour les jeunes travailleurs aux compétences actualisées. Chaque rejet renforçait son discours selon lequel le système était truqué contre les travailleurs expérimentés comme lui. La santé de maman a continué de nécessiter une attention particulière. De nouveaux spécialistes, des médicaments supplémentaires, des tests que l'assurance jugeait facultatifs, mais que les médecins qualifiaient de nécessaires. Chaque fois qu'elle lui transmettait une facture avec des excuses, Ambre la payait sans commentaire, ne voulant pas qu'elle renonce à son traitement par préoccupation financière. Leurs conversations téléphoniques sont tombées dans un schéma. Maman appelait avec un intérêt sincère pour la vie et le travail d'Ambre, puis mentionnait éventuellement une dépense imprévue. Réparation de voitures, taxes foncières, panne d'appareils électroménagers. Papa venait rarement au téléphone lors de ses appels. Bien qu'elle puisse parfois l'entendre en arrière-plan suggérer des articles à ajouter à la liste croissante des besoins. 3 mois après la fête de fin d'année. Ambre a pris l'avion pour un week-end de visite, déterminée à aborder la situation de manière plus complète. La maison semblait en moins bon état. L'évier de la cuisine fuyait. Le système de chauffage fonctionnait par intermittence. Et la maintenance de base avait clairement été différée pendant des années. Laissez-moi engager quelqu'un pour régler ces problèmes. A-t-elle proposé après avoir découvert que la douche de la salle de bain d'invités ne fonctionnait pas. Nous avons fait venir quelqu'un pour regarder, a dit papa avec dédain. Une fois 3 000 € pour réparer la plomberie dans toute la maison. Du vol à l'étalage. Alors laissez-moi trouver un autre plombier pour un deuxième avis. Ambre a insisté. Nous n'avons pas besoin d'étrangers qui jugent notre maison. Il a rétorqué, mettant fin à la discussion. Plus tard dans la soirée. Ambre a remarqué un reçu de livraison pour une canne à pêche haut de gamme, un achat de 400 € effectué la semaine précédente. Maman l'a vu la regarder et l'a rapidement glissé dans un tiroir. Ton père avait besoin de quelque chose pour garder le moral, a-t-elle expliqué quand papa était dehors. La recherche d'emploi a été tellement démoralisante. Ambre a réprimé sa première réaction. Essayant de comprendre comment un homme qui ne pouvait pas payer les réparations de sa maison justifiait une telle extravagance. Ce n'était pas le père financièrement responsable qu'elle avait grandi. L'homme qui lui avait appris à économiser son argent d'anniversaire et à rechercher soigneusement ses achats. La visite du week-end a révélé d'autres tendances inquiétantes. Malgré leurs difficultés financières, ils commandaient toujours régulièrement des plats à emporter.
Papa maintenait son forfait de télévision premium avec les chaînes sportives. Maman continuait ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur plutôt que d'envisager des options plus abordables. Lorsqu'Ambre a gentiment suggéré des ajustements budgétaires, papa s'est hérissé. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous n'abandonnons pas tous les petits plaisirs juste à cause d'un revers temporaire. Elle est retournée à Lyon troublée et confuse. Partageant ses observations avec Julien. Les gens ont des relations différentes avec l'argent, a-t-il suggéré gentiment. Peut-être que ces petits conforts les aident à faire face aux plus grandes pertes, mais je finance ces conforts, a-t-elle souligné. De l'argent qui pourrait aller à leur avenir ou les aider de manière plus significative. La fête de fiançailles qu'ils avaient prévue pour avril est devenue la prochaine déception. 50 amis et membres de la famille se sont réunis dans leur restaurant préféré de Lyon, une salle privée décorée de photographies documentant leur relation. Tous ceux qui comptaient pour eux étaient présents, sauf ses parents. Le matin de la fête, maman a appelé avec des excuses. La voiture fait un bruit terrible. Ton père ne pense pas qu'elle ferait le trajet Lyon et retour. J'enverrai un service de voiture. J'ai proposé immédiatement où vous achèterez des billets de bus. Ce qui convient. Oh. C'est trop compliqué, a-t-elle décliné. Nous nous rattraperons la prochaine fois que nous vous rendrons visite. Ambre raccrochait, résignée à leur absence. Lorsqu'une notification de son téléphone l'a distraite. Une alerte sur les réseaux sociaux montrant sa cousine taguant ses parents dans un post. L'image les montrait à un barbecue de quartier. Papa aux commandes du grill, maman riant avec des amis, l'horodatage indiquant qu'il avait été pris 1 heure plus tôt. La trahison l'a blessé plus durement qu'elle ne s'y attendait. Il n'avait même pas pris la peine de créer une excuse plausible. Ou peut-être avait-il oublié à quel point leur famille élargie restait connectée en ligne. Quoi qu'il en soit. Le message était clair. Ils avaient choisi d'éviter sa célébration. La fête s'est déroulée sans eux. Ambre a souri sur les photos. A remercié les invités de leur venue et a fait semblant que leur absence n'était pas un trou béant dans l'événement. Les parents de Julien ont conduit depuis Grenoble. Apportant des cadeaux réfléchis et un enthousiasme sincère pour leur avenir commun. Le contraste avec le comportement de ses propres parents ne pouvait être plus marqué. 2 semaines plus tard. Ambre a conduit à Lyon sans prévenir, déterminée à aborder la situation directement. La confrontation a commencé dès qu'elle a franchi leur porte. Tu aurais pu appeler, a dit papa. Visiblement mal à l'aise avec sa visite surprise. Comme tu as appelé pour expliquer ton absence à ma fête de fiançailles, a-t-elle répliqué. Son professionnalisme s'est évanoui. J'ai vu les photos du barbecue. Papa, tu n'avais pas de problème de voiture. Maman a eu au moins la décence de paraître honteuse. Nous aurions dû être honnêtes avec toi. Oui, vous auriez dû. Tout comme vous devriez être honnête sur la façon dont vous dépensez l'argent que j'envoie. L'expression de papa s'est durcie. Tu nous surveilles maintenant, tu contrôles ton investissement. Ce n'est pas juste, a dit Ambre. J'essaie de vous aider à retrouver des bases financières solides, mais je ne peux pas le faire si vous n'êtes pas transparent avec moi. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce que maman intervienne finalement, suggérant qu'ils respirent tous un peu. Autour de tasses de café réticentes, la vérité a émergé par fragments. Le paiement du prêt hypothécaire pour février, qu'Ambre avait couvert, n'avait jamais atteint la banque. Au lieu de cela, papa avait utilisé les fonds comme acompte pour un bateau de pêche d'occasion. Convaincu qu'il pouvait générer des revenus en emmenant des touristes faire des excursions sur le Rhône. L'entreprise de tourisme se rentabilisera en quelques mois, a-t-il insisté. Lui montrant des plans d'affaires esquissés à la hâte. J'ai juste besoin de le faire homologuer et de le préparer pour les touristes d'été. Le bateau, actuellement garé chez un ami, n'avait encore généré aucune réservation. Pendant ce temps, la société hypothécaire avait appelé Ambre directement au sujet du paiement manqué. Créant des questions gênantes au travail concernant sa propre fiabilité financière. Cela ne peut pas continuer, a dit Ambre. Enfin, je veux vous aider. Mais pas si vous prenez des décisions financières qui vous enfoncent davantage dans les ennuis. La conversation s'est terminée par une réconciliation tendue. Papa a accepté à contre-cœur de vendre le bateau et de se concentrer sur les opportunités d'emploi conventionnelles. Maman a promis une meilleure communication sur leurs besoins et leurs dépenses. Ambre s'est engagée à continuer de les soutenir pendant qu'ils retrouvaient leur stabilité, bien qu'avec des limites et des attentes plus claires. En rentrant à Lyon ce soir-là,
elle a appelé Julien. Émotionnellement épuisée. Je ne sais pas si je les aide ou si je les autorise à ce stade. Tu fais ce que toute fille aimante ferait, l'a assuré Julien. Mais peut-être que nous devons envisager une aide plus structurée. Sa suggestion, consulter un conseiller financier spécialisé dans les situations de soutien familial, semblait raisonnable. Bien qu'Ambre doutât que ses parents acceptent une telle intervention. La graine était plantée, cependant, et serait plus tard cruciale lorsque la situation se détériorerait davantage. La planification du mariage aurait dû être une distraction joyeuse des tensions familiales. Mais chaque décision était teintée de considérations financières et des dynamiques incertaines avec ses parents. Le lieu du jardin botanique nécessitait un acompte substantiel 6 mois à l'avance. La liste des invités est restée fluctuante alors qu'Ambre hésitait entre une célébration plus importante et une réunion plus intime. Quel genre de fleurs vos parents aiment-ils ? A demandé la fleuriste lors de leur consultation. Nous pourrions les incorporer au corsage de votre mère et à la boutonnière de votre père. Ambre s'est rendu compte qu'elle ne connaissait pas la réponse. Ces détails n'avaient jamais semblé importants dans leur foyer pragmatique. Lorsqu'elle a appelé maman pour demander. La réponse a été vague et désintéressée. Papa n'est pas venu au téléphone du tout. Leur manque d'enthousiasme dépassait les fleurs. Maman a refusé de chercher une robe de mère de la mariée, disant qu'elle trouverait quelque chose dans sa garde-robe. Papa n'a pas répondu aux emails concernant les chansons de danse père-fille. Lorsque la mère de Julien a organisé une petite fête prénuptiale, ses parents ont envoyé un cadeau mais n'y ont pas assisté, invoquant la distance. Bien que les proches de Julien aient voyagé 2 fois plus loin. Il traverse une période difficile, s'est rappelé Ambre, essayant de supprimer son ressentiment croissant. Mais regarder la famille de Julien embrasser les traditions de mariage avec une joie sincère a mis en évidence tout ce qui manquait à sa propre expérience. Le point de rupture est arrivé inopinément un mardi soir en mai, 3 mois avant la date de leur mariage. Papa a appelé alors qu'Ambre préparait le dîner. Sa voix animée d'une excitation qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Ambre, je l'ai trouvé. L'opportunité qui va tout changer. Son explication haletante a été donnée par fragments. Un vieil ami de l'industrie de la construction, Thomas Bernard, l'avait approché pour investir dans une nouvelle entreprise. Thomas avait obtenu des contrats pour rénover plusieurs propriétés saisies pour les revendre, une entreprise capitalisant sur la lente reprise du marché immobilier. Il avait besoin d'investisseurs pour acheter des matériaux et embaucher des équipes, promettant des rendements de 10% dans les 6 mois. Il n'a que de la place pour 3 investisseurs ? A poursuivi papa. Et il a pensé à moi en raison de mon expérience dans l'industrie. Je pourrais même travailler sur les projets moi-même, gagner un salaire plus les retours sur investissement. Ses instincts de conseillère financière se sont immédiatement activés. Avez-vous vu le plan d'affaires ? Les contrats ? La preuve de la situation financière actuelle de Thomas. Ce n'est pas une combine de la bourse, a dit papa avec dédain. C'est du vrai travail sur de vraies propriétés. Thomas m'a montré les maisons lui-même. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, papa. Toute opportunité d'investissement légitime devrait s'accompagner d'une documentation appropriée. Son ton s'est refroidi. Je pensais que tu serais contente pour moi. Cela résout tout. Me fait retravailler, me donne des revenus au-delà d'un simple salaire, utilise mon expertise. Ambre a adouci son approche, reconnaissant son besoin de but autant que de profit. Cela pourrait être une excellente opportunité. J'aimerais juste examiner les détails avant de vous engager. Une pause a suivi. Puis la vraie raison de son appel a émergé. La mise de fonds est de 75 000 €. Chaque investisseur obtient des parts égales. Le montant lui a coupé le souffle. Papa, ce n'est pas quelque chose que je peux simplement écrire un chèque. C'est plus que ce que je vous ai envoyé au total au cours de la dernière année. C'est un investissement, pas une aumône, a-t-il insisté. Tu récupères ton argent avec intérêt. Et aider la famille n'est-ce pas ce dont tu parles toujours ? C'est ta chance de faire une réelle différence, pas seulement de colmater les trous dans notre budget. La conversation a duré 1 heure. Son enthousiasme initial cédant la place à la manipulation émotionnelle lorsqu'il a rencontré une résistance. Il lui a rappelé les sacrifices consentis pour son éducation. Les opportunités qu'ils avaient offertes, les obligations familiales. Lorsqu'elle a continué à exprimer ses préoccupations concernant le manque de documentation.
Il a suggéré que son expertise financière était théorique plutôt que pratique et qu'elle ne comprenait pas les opportunités commerciales du monde réel. Si tu peux dépenser des milliers en fleurs et en salles de réception chic, tu peux investir dans l'avenir de ton propre père, a-t-il dit finalement. Ambre a promis d'examiner la demande et de consulter Julien, bien que son jugement professionnel ait déjà identifié de nombreux signaux d'alarme. Le lendemain, elle a fait des recherches approfondies sur Thomas Bernard, découvrant un historique de ventures commerciales ratées et 2 faillites au cours de la dernière décennie. Sa licence de construction actuelle avait expiré, et les dossiers judiciaires montraient des jugements impayés de fournisseurs et de sous-traitants. Malgré ce passé troublant, Ambre a reconnu que refuser catégoriquement endommagerait davantage sa relation avec papa. Après avoir discuté des options avec Julien et son propre conseiller financier, elle a élaboré un compromis. Un accord de prêt formel avec des intérêts raisonnables et un plan de remboursement structuré commençant 3 mois après l'investissement initial. Le document comprenait des dispositions pour la supervision financière et des rapports d'avancement réguliers. Lorsqu'elle a présenté cette alternative à papa, sa réaction a révélé beaucoup sur ses attentes. « Tu veux que je signe un accord de prêt avec ma propre fille ?» Sa voix transmettait le choc et la trahison. « Nous sommes une famille. Pas des associés commerciaux. Précisément, parce que nous sommes une famille, nous avons besoin de termes clairs, a-t-elle expliqué. Cela protège notre relation en éliminant l'ambiguïté. Il a finalement accepté, bien que sa signature sur le document soit venue avec un ressentiment palpable. Les 75 000 € transférés de son compte d'épargne représentaient des années de planification financière prudente, maintenant redirigées vers un investissement dont elle doutait qu'il réussisse. Néanmoins, elle espérait que l'accord structuré fournirait une responsabilisation et peut-être même motiverait papa à aborder l'entreprise de manière plus professionnelle. Pendant plusieurs semaines, la communication s'est légèrement améliorée. Papa a envoyé des photos des progrès de rénovation et a transmis des emails sur les achats de matériaux. Maman a exprimé un optimisme prudent quant à son regain d'énergie et de détermination. Ambre s'est permis d'espérer que peut-être cet investissement, malgré ses risques, pourrait effectivement aider à restaurer la confiance de son père et l'équilibre de leur famille. Puis vint le désastre du jour du mariage. Le matin de mai s'est levé clair et parfait à Lyon. Ces demoiselles d'honneur sont arrivées tôt à l'hôtel, avec du champagne et du petit déjeuner. Le photographe a capturé des moments spontanés alors que les coiffeurs et maquilleurs les transformaient. Maman était arrivée la veille, logeant dans une chambre voisine, son comportement agréable mais discret. Papa conduit séparément, a-t-elle expliqué lorsqu'on lui a demandé lors de son arrivée. Il a besoin de vérifier quelque chose sur le chantier d'abord. À midi, la cérémonie étant prévue à 15 h, papa n'était toujours pas arrivé ni n'avait répondu aux appels. Maman est devenue de plus en plus anxieuse, sortant à plusieurs reprises pour essayer de le joindre. L'atmosphère de célébration s'est estompée à mesure que son inquiétude infectait le groupe de la mariée. Enfin, son téléphone a sonné. Le numéro de papa. Elle a répondu immédiatement. S'isolant dans la salle de bain pour plus d'intimité. « Où es-tu ? Maman est très inquiète. » Sa voix semblait tendue. Du bruit de circulation en arrière-plan. « Je suis toujours à Lyon. Il y a eu une situation avec le projet. »« Quoi ? Tu es censé être là, papa. Je me marie dans 3 heures. Je sais et j'essaie de résoudre ça rapidement. Thomas a eu une urgence avec l'une des propriétés. Une rupture de conduite d'eau qui menace la fondation. Nous avons besoin de réparations immédiates ou nous pourrions perdre tout l'investissement. » Son estomac s'est serré. « Alors ? Tu veux dire que tu pourrais manquer la cérémonie ? Je dis que j'ai besoin de ton aide. L'entrepreneur demande 15 000 € pour venir un week-end et régler ça avant que la ville ne condamne la propriété. Thomas est en déplacement. L'autre investisseur ne répond pas, et notre compte professionnel ne dégagera pas le dépôt avant lundi. La demande est restée entre eux. Ses implications parfaitement claires. Tu me demandes plus d'argent aujourd'hui, le jour de mon mariage. Je ne le ferai pas si ce n'était pas une urgence, a-t-il insisté. Il s'agit de protéger ton investissement aussi. Si cette propriété est condamnée, nous perdons tout ce que nous y avons investi. La suite à l'extérieur de la porte de la salle de bain bourdonnait d'activités, des amis riaient, de la musique jouait, des bouchons de champagne éclataient. Sa robe de mariée était accrochée près de la fenêtre, capturant la lumière du soleil à travers la dentelle délicate.
Deux mondes se sont heurtés à ce moment-là. L'avenir joyeux dans lequel elle s'apprêtait à entrer et le passé troublé qui refusait de lâcher prise. Papa, je ne peux pas gérer ça aujourd'hui. Quoi qu'il arrive avec la propriété. Nous devrons attendre demain. D'ici demain, le sous-sol pourrait être inondé et la fondation compromise, a-t-il répliqué. Je ne demande pas un cadeau, juste un prêt d'urgence. Je l'ajouterai à notre accord. Non, a-t-elle dit fermement, se surprenant par la clarté de son refus. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois être mon père. Pas un partenaire commercial avec une urgence. Monte en voiture et conduis à Lyon. Nous réglerons la situation de la propriété après le mariage. Le silence s'est étiré entre eux. Puis sa voix est devenue froide. Si cet investissement échoue parce que tu n'as pas aidé, c'est de ta faute. 75 000 € gaspillés parce que tu es trop égoïste pour aider ta propre famille en crise. Ce n'est pas juste, a commencé Ambre, mais il l'a interrompu. Tu sais quoi? Si ton mariage est plus important que la survie financière de tes parents, très bien. Fais ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse semblant que tout va bien en souriant sur tes photos et en dansant à ta réception. Qu'est-ce que tu dis? Son ultimatum est venu sans hésitation. Soit tu transfères l'argent dans l'heure, soit tu ne te montres plus jamais chez nous. J'en ai fini d'être votre cas de charité. Le choc l'a rendue momentanément muette. Lorsqu'elle a retrouvé sa voix, elle est sortie stable malgré les émotions qui bouillonnaient en dessous. Je t'aime, papa, mais je ne me laisserai pas manipuler, surtout pas aujourd'hui. J'espère que tu reconsidéreras et que tu nous rejoindras, mais je comprends si tu ne peux pas. Elle a mis fin à l'appel avant qu'il puisse répondre. Les mains tremblantes alors qu'elle posait le téléphone. Prenant un moment pour se recomposer, elle est retournée à la suite nuptiale où maman a immédiatement reconnu que quelque chose n'allait pas. L'emmenant à l'écart, elle a expliqué la situation à voix basse. L'horreur a traversé son visage alors qu'elle racontait l'ultimatum de papa. Il ne peut pas vouloir dire ça, a murmuré maman. Laisse-moi l'appeler. Elle est sortie, revenant 10 minutes plus tard avec les yeux rouges et un sourire forcé. Il ne vient pas. Je suis tellement désolé, ma chérie. La cérémonie s'est déroulée sans son père. Maman l'a conduite à l'hôtel, sa petite silhouette droite de détermination malgré les murmures sur l'absence de papa. Lorsque le ministre a demandé qui donnait cette femme en mariage, sa voix a vacillé mais n'a pas cassé. Je le fais au nom de notre famille. Les yeux de Julien ne contenaient que de l'amour alors qu'ils échangeaient leurs vœux, sa présence stable étant une encre au milieu des turbulences émotionnelles. Ils ont dansé, coupé le gâteau et remercié les invités, une célébration parfaite en apparence. Seuls ceux qui lui étaient les plus proches ont remarqué le chagrin sous son sourire ou ont compris pourquoi la danse père-fille avait été discrètement retirée du programme. Maman est partie immédiatement après la réception, invoquant un mal de tête, mais visiblement désireuse de rentrer chez elle et de régler la situation avec papa. Son câlin d'adieu a dit beaucoup de choses. Des excuses, de la solidarité, du chagrin. Il t'aime, a-t-elle murmuré. Il s'est juste perdu quelque part en chemin. Alors que leur nuit de noces commençait, Julien l'a tenue pendant qu'elle libérait enfin les larmes qu'elle avait réprimées toute la journée. Je ne sais plus qui est mon père, a-t-elle avoué. Et je ne sais pas comment aider quelqu'un qui me rejette constamment. Nous allons trouver une solution, a promis Julien. Bien qu'aucun d'eux ne comprenne encore à quel point ce processus deviendrait compliqué. La Côte d'Azur les a accueillis avec des brises douces et des eaux azur. Un paradis conçu pour le bonheur des jeunes mariés. Leur suite d'hôtels donnait sur l'océan, les palmiers encadrant une vue tout droit sortie des magazines de voyage. Dans des circonstances différentes, la lune de miel aurait été parfaitement idyllique. La réalité s'est imposée malgré leurs meilleurs efforts. Elle consultait son téléphone de manière compulsive. Espérant un message de papa, des excuses, une explication, n'importe quoi pour indiquer que son ultimatum cruel avait été prononcé dans le feu de l'action plutôt que par un sentiment sincère. Aucun n'est arrivé. Maman envoyait des SMS tous les jours avec des mises à jour génériques, évitant soigneusement de mentionner le désastre du jour du mariage ou l'état d'esprit actuel de papa. Julien a remarqué sa distraction mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a trouvé des moyens de la ramener dans leur expérience partagée. Pique-nique surprise sur des plages isolées. Massage en couple, baignade nocturne sous les étoiles. Sa patience et sa compréhension ne faisaient que souligner les dynamiques toxiques qu'elle avait traversées avec sa famille.
Tu mérites mieux. A-t-il dit un soir en regardant le coucher du soleil. Tes parents sont des adultes responsables de leurs propres choix. Tu as fait plus que ce que la plupart des enfants feraient. Intellectuellement. Elle savait qu'il avait raison. Émotionnellement, elle restait empêtrée dans l'obligation et la culpabilité. Des décennies d'identité familiale qui ne se défont pas facilement. Nous allons régler ça à notre retour, a-t-elle décidé, faisant un effort conscient pour être présente pour le reste de leur voyage. Ils ont survécu assez longtemps sans que je règle tout. Une autre semaine ne fera pas de différence. Cette résolution a duré jusqu'à leur avant-dernier jour sur la Côte d'Azur. Lorsqu'un email urgent de sa cousine Sophie est arrivé avec un lien vers le journal des entreprises lyonnais. Le titre a instantanément fait éclater sa bulle de lune de miel. L'entrepreneur local fait face à des accusations de fraude dans une escroquerie de retournement de maison. L'article détaillait les allégations contre Thomas Bernard. Accusé d'avoir collecté des fonds d'investissement pour des projets de rénovation tout en effectuant un travail minimal et en détournant de l'argent pour des dépenses personnelles. Les propriétés sont restées largement intactes malgré l'épuisement des fonds des investisseurs. Au moins 6 familles avaient déposé des plaintes. Les pertes totales étant estimées à plus d'un demi-million d'euros. Ses mains tremblaient en lisant les détails. Reconnaissant le scénario exact qu'elle avait craint lorsque papa avait d'abord mentionné l'opportunité. L'urgence de son mariage avait probablement été fabriquée. Une autre tentative d'extraire des fonds pour un stratagème en faillite. Les 75 000 euros qu'elle avait fournis étaient presque certainement perdus. Julien a lu par-dessus son épaule. Son bras se resserrant autour d'elle. Je suis tellement désolé, Ambre. Veux-tu rentrer plus tôt? Elle a brièvement envisagé l'option avant de secouer la tête. Il n'y a rien que je puisse faire maintenant qui ne puisse attendre notre retour comme prévu. Ne donnons pas à cette situation plus de pouvoir qu'elle n'en a déjà. Ils ont terminé leur lune de miel avec une ombre planant au-dessus d'eux. Bien qu'elle ait fait de réels efforts pour apprécier leur temps restant ensemble. Le vol de retour vers Lyon a semblé une transition non seulement des vacances à la réalité, mais d'un chapitre de sa vie à un autre. Le mariage commençant alors que les relations familiales se délitaient. 3 jours après leur retour, alors qu'Ambre se réinstallait dans sa routine de travail. La sonnette de leur appartement a retenti de façon inattendue. Par le Judas, elle a vu maman debout seule, son apparence la choquant jusqu'à une immobilité momentanée. Toujours méticuleusement soignée, elle avait maintenant l'air négligé et épuisé, ses cheveux en désordre, portant des vêtements dépareillés qui pendaient lâchement sur sa silhouette. Maman. Elle a ouvert la porte, immédiatement inquiète. Que s'est-il passé? Pourquoi n'as-tu pas appelé avant? Elle est entrée, serrant son sac à main comme un bouclier. Je ne voulais pas que tu me dises de ne pas venir. Le salon est soudainement devenu petit alors qu'elle s'asseyait sur le bord de leur canapé, déclinant les offres de thé ou d'eau. Ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux, sa bague de mariage tournant sur un doigt devenu trop fin pour elle. Ton père ne sait pas que je suis ici, a-t-elle commencé. La voix à peine audible. Il serait furieux s'il le découvrait. Est-il blessé? En difficulté? Elle a eu un rire creux. Les deux, je suppose, bien que pas de la manière que vous pourriez penser. L'histoire a émergé progressivement, des vérités douloureuses extraites comme des échardes profondément enfouies dans la chair. L'investissement avec Thomas Bernard s'était effectivement effondré de manière spectaculaire. Les contrats promis avaient été grandement exagérés ou complètement fabriqués. Les propriétés montrées aux investisseurs nécessitaient des rénovations beaucoup plus importantes que ce qui avait été divulgué. Beaucoup avaient des problèmes structurels qui en faisaient des puits financiers plutôt que des opportunités. La police a interrogé ton père hier, a dit maman. Il ne pense pas qu'il ait été impliqué dans la fraude. Juste une autre victime, mais tout l'argent est perdu. Thomas est apparemment parti de la région la semaine dernière. Ambre a absorbé cette information avec un étrange détachement. La perte était importante, mais pas surprenante compte tenu des signaux d'alarme qu'elle avait identifiés dès le début. Je suis désolé pour l'investissement, a-t-elle dit prudemment. Mais nous pouvons nous remettre des revers financiers. Cela n'explique pas pourquoi tu es ici avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le comportement de maman s'est fissuré, des larmes coulant sur ses joues. Ce n'est pas seulement l'investissement, Ambre. C'est tout. La maison est à nouveau saisie. Nous avons 60 jours avant la vente aux enchères. Ton père. Sa voix s'est brisée complètement.
Elle a avoué avoir un problème de jeu. Cela a commencé il y a des années, de petits paris sur des matchs sportifs. Je pensais que c'était juste un passe-temps. Puis il a commencé à visiter des casinos lorsqu'il voyageait pour le travail, faisant des avances de fonds sur des cartes de crédit, empruntant à des amis. Chaque révélation frappait comme un coup physique. Le père qui lui avait appris la responsabilité financière, qui avait vérifié ses calculs sur les intérêts des comptes d'épargne, qui l'avait mis en garde contre les dangers de la dette, cet homme vivait une double vie d'addiction et de tromperie. Depuis quand, a-t-elle demandé. L'esprit courant à travers les années d'interaction, cherchant des signes qu'elle avait manqués. Au moins 10 ans, a-t-elle avoué. Cela s'est aggravé après sa rétrogradation lors du premier cycle de réduction d'effectifs de l'entreprise. Le stress, le coup porté à sa fierté. Il disait que le jeu le faisait se sentir à nouveau en contrôle. Le calendrier correspondait aux changements subtils qu'elle avait remarqués lors de ses visites universitaires à la maison. L'irritabilité accrue de papa, l'anxiété accrue de maman, les tensions inexplicables lorsque les sujets financiers surgissaient. Ce qu'elle avait attribué à une évolution familiale normale était en fait l'impact progressif d'une addiction cachée. La perte d'emploi de l'année dernière n'était pas seulement une réduction des effectifs de l'entreprise, a poursuivi maman. Il a été licencié pour avoir emprunté de l'argent à un client. Ils ont convenu de ne pas porter plainte s'il partait discrètement. Les tromperies se sont multipliées. L'entreprise de construction de papa n'avait pas été réduite. Il avait été licencié pour violations éthiques. Les factures médicales n'étaient pas principalement pour la maladie thyroïdienne de maman, mais comprenaient des traitements pour les problèmes de santé liés au stress de papa et une visite aux urgences après qu'il se soit évanoui dans un casino. La maison familiale n'était pas tombée en désuétude à cause du vieillissement normal, mais par le détournement systématique des fonds de maintenance vers des dettes de jeu. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» a-t-elle demandé, la blessure rivalisant avec la préoccupation. Toutes ces fois, j'ai demandé ce qui se passait vraiment. Les épaules de maman se sont courbées de honte. Au début, je pensais protéger l'intimité de notre famille, maintenir la dignité. Ensuite, il s'agissait de te protéger de la déception à l'égard de ton père. Finalement, j'étais tellement empêtré dans les mensonges que la vérité semblait impossible à partager. Son regard a finalement rencontré le sien, les yeux creux d'épuisement. J'ai facilité son addiction pendant des années, trouvant des excuses, le couvrant, prétendant que tout était réparable. J'ai eu tort et je m'excuse. L'excuse semblait à la fois insuffisante et écrasante de sincérité. Cette femme qui avait façonné sa première compréhension du mariage et du partenariat était assise devant elle, reconnaissant son rôle dans un système dysfonctionnel qui avait failli détruire leur famille. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé Ambre, passant en mode résolution de problèmes pour gérer sa propre tourmente émotionnelle. La crise immédiate au-delà de l'effondrement de l'investissement et de la saisie. La vie était le refus de papa d'admettre sa dépendance au jeu malgré les preuves accablantes. L'urgence du jour du mariage avait en fait été une perte de jeu substantielle déguisée en besoin commercial. Lorsque les fonds n'ont pas été reçus, il avait encore plus plongé, faisant des avances de fonds sur leurs cartes de crédit restantes pour courir après ses pertes. « Il n'est plus l'homme que j'ai épousé », a murmuré maman. « Pas le père dont tu te souviens. » Lorsqu'il l'a vu rassembler des documents financiers après le départ de la police, il l'a accusé d'espionnage, de complot contre lui. Elle a quitté la maison avec peu plus que son sac à main. Et la paperasse maintenant étalée sur la table basse d'Ambre, des relevés bancaires montrant des retraits importants réguliers, des factures de cartes de crédit avec des avances de fonds. Et des frais de casino d'hôtel, des avis de recouvrement de prêts personnels dont elle ignore tout. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle admis. « Mais je ne peux plus faire semblant. Plus maintenant. » Julien est rentré à la maison à mi-chemin de leur conversation, évaluant rapidement la situation et apportant un soutien discret. Son esprit méthodique d'ingénieur logiciel a aidé à organiser les informations financières chaotiques en catégories compréhensibles. Tandis que sa compassion a créé un espace pour les révélations émotionnelles continues de maman. Ce soir-là, ils ont fait face à des réalités difficiles. Maman ne pouvait pas rentrer chez elle immédiatement, pas avec papa dans son état volatile actuel. Elle resterait temporairement dans leur chambre d'amis. La saisie nécessitait une intervention professionnelle immédiate au-delà de ce qu'Ambre pouvait fournir personnellement. Le plus difficile ? L'addiction au jeu de papa nécessitait un traitement qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Alors qu'elle préparait la chambre d'amis,
y mettant des serviettes propres et trouvant un chargeur de téléphone supplémentaire. L'ampleur de la situation s'est imposée à elle. Son mariage et sa lune de miel auraient dû être le début de sa propre histoire familiale. Au lieu de cela, il s'était retrouvé lié aux vies de ses parents qui se défaisaient. « Je suis désolé. » a dit maman depuis le seuil, la regardant mettre des draps dans les coins du lit. « Ce n'est pas ce dont tu as besoin en ce moment en tant que jeune marié. » L'excuse a déclenché une colère inattendue. Pas pour sa présence, mais pour les années de secret qui avaient culminé dans cette crise. Ce dont j'avais besoin, c'était de l'honnêteté, maman. Il y a des années. Quand quelque chose aurait pu être fait avant que ça n'arrive, elle a hoché la tête, acceptant la réprimande sans défense. Tu as raison. La peur fait des lâches de nous tous. Plus tard dans la nuit. Après que maman soit allée se coucher, Julien et Ambre se sont assis à leur table de cuisine, les documents financiers éparpillés racontant une histoire de tromperie systématique et de dégradation. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé simplement. La question portait plusieurs dimensions concernant la situation de maman, l'addiction de papa, la saisie, l'investissement perdu. Leur propre avenir financier maintenant compromis par ces enchevêtrements. Je ne sais pas, a-t-elle admis professionnellement. Je conseille des clients en crise financière tous les jours, mais ceci. C'est différent. C'est personnel et désordonné, et il n'y a pas de solution propre. Julien a tendu la main à travers la table, prenant la sienne. Nous n'avons pas à tout comprendre ce soir. Mais quoi que tu décides, nous y ferons face ensemble. Sa constance l'a ancrée alors qu'elle naviguait dans un terrain émotionnel inconnu, la trahison par le père qu'elle avait idéalisé. L'inquiétude pour sa mère qui facilitait, la colère face à leur tromperie collective, et l'incertitude quant aux limites appropriées pour aller de l'avant. Une chose que je sais. A-t-elle dit finalement, nous ne pouvons pas continuer ce schéma. Quelle que soit l'aide que nous offrons, elle doit être différente de ce que j'ai fait. Ça n'a pas marché. Et ça a peut-être même empiré les choses. Cette nuit-là a marqué le début d'une nouvelle approche, qui finirait par nécessiter une intervention professionnelle. Des confrontations douloureuses et des relations familiales redéfinies. Le chemin à parcourir restait flou, mais l'engagement envers le changement était fermement établi. Prendre un congé d'urgence de son travail n'était pas idéal 3 semaines après son retour de lune de miel. Mais sa superviseure s'est avérée étonnamment compréhensive lorsqu'elle a expliqué la situation. Les problèmes d'addiction familiaux affectent plus de personnes que vous ne le pensez, a-t-elle dit, approuvant sa demande. Prenez le temps dont vous avez besoin pour mettre en place les soutiens appropriés. Les 72 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de rendez-vous et d'appels téléphoniques. Elle a consulté le conseiller financier du programme d'aide aux employés qui a recommandé un comptable judiciaire spécialisé dans les crises familiales liées au jeu. Le comptable les a mis en contact avec un avocat expérimenté dans l'intervention en cas de saisie immobilière. L'avocat a suggéré un thérapeute familial qui travaillait avec des spécialistes de l'addiction. Chaque professionnel représentait un élément de la réponse globale nécessaire pour aborder la crise multicouche de ses parents. Chacun a également renforcé un message crucial. La guérison nécessite la participation volontaire de son père, et pas seulement des renflouements financiers ou des manœuvres juridiques. Maman est restée avec eux pendant cette phase de préparation. Alternant entre une détermination utile et une culpabilité paralysante. Parfois, elle organisait énergiquement des documents et passait des appels. D'autres fois, elle regardait le vide par les fenêtres, perdue dans des récriminations sur le fait d'avoir facilité l'addiction de papa si longtemps. J'aurais dû le confronter il y a des années. A-t-elle répété lors d'un tel épisode. Quand les montants étaient plus petits, quand il avait encore son emploi, quand il aurait pu écouter. Tu ne peux pas changer le passé. Lui a rappelé Julien doucement. Mais tu prends des mesures maintenant, et c'est important. Papa, quant à lui, a maintenu un contact minimal. Ses messages à maman oscillaient entre des accusations furieuses et des excuses manipulatrices. Un schéma que le conseiller en addiction a identifié comme typique d'une personne réticente à reconnaître son problème. Il a complètement ignoré ses appels. Son ultimatum du jour du mariage étant apparemment toujours en vigueur. Au 4e jour, ils avaient rassemblé ce que Julien avait baptisé leur équipe d'intervention, le conseiller financier. Le spécialiste de l'addiction, le thérapeute familial et l'avocat. Ensemble, ils ont développé une approche structurée pour aborder à la fois la crise financière immédiate et l'addiction sous-jacente. Nous devons être clairs sur les conditions,
a souligné le spécialiste de l'addiction lors de leur session de planification. L'aide financière doit être conditionnée à la participation au traitement. Sinon, vous ne faites que financer le prochain épisode de jeu. Le plan exigeait qu'Ambre adopte un état d'esprit contraire à sa nature. En établissant des limites fermes avec des conséquences strictes plutôt qu'en fournissant un soutien inconditionnel. L'expertise professionnelle l'a aidé à comprendre que ce n'était pas de la cruauté mais une structure nécessaire pour une guérison potentielle. Le vendredi matin. Leur équipe est arrivée à la maison de ses parents à Lyon, après avoir coordonné avec maman pour s'assurer que papa serait présent. Elle lui avait seulement dit que des conseillers financiers venaient discuter de la situation de saisie, omettant les détails sur la nature interventionniste de la réunion. La maison dans laquelle elle avait grandi semblait diminuer d'une certaine manière, la négligence étant évidente dans l'aménagement paysager envahi par la végétation et la peinture écaillée. Papa a répondu à la porte avec des yeux méfiants. Son apparence avait visiblement changé au cours des semaines depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. La perte de poids avait creusé ses joues et une barbe de plusieurs jours parsemait son visage normalement rasé de près. « Qu'est-ce que tout ça ?» a-t-il exigé, notant le groupe entrant dans son salon. « Je pensais que nous rencontrions un représentant de la banque. » Maman s'est avancée, la voix plus ferme qu'Ambre ne l'avait entendue récemment. « David, nous devons parler de tout ce qui se passe. » De tout, pas seulement de la saisie. Son regard a darté entre les visages, s'attardant sur celui d'Ambre avec un mélange de ressentiment et de honte. « Tu as amené ta fille pour être témoin de notre humiliation. »« Parfait. Je suis là pour aider, papa, » a-t-elle dit calmement, le script préparé guidant ses paroles. « Nous sommes tous là. » Mais une aide réelle signifie s'attaquer au vrai problème. Le spécialiste de l'addiction a pris la parole, se présentant et expliquant le but de la réunion. L'expression de papa s'est durcie alors que la compréhension commençait à poindre. C'est une intervention. Vous pensez que je suis un junkie qui a besoin de réhabilitation? L'addiction au jeu est un trouble reconnu, a expliqué calmement le spécialiste. Et oui, les approches de traitement partagent des similitudes avec les programmes de dépendance aux substances. Papa s'est tourné vers maman, la trahison gravée sur son visage. Tu leur as dit des choses privées. Les affaires de famille. Je leur ai dit la vérité, a-t-elle répondu. Les mains tremblantes mais la voix ferme. Quelque chose que nous aurions dû affronter ensemble il y a des années. Ce qui a suivi a été les 3 heures les plus difficiles de la vie d'Ambre. Le conseiller financier a présenté des documents sur les schémas de jeu s'étendant sur une décennie, des retraits bancaires coïncidant avec des visites de casino. Des avances de fonds sur carte de crédit, des prêts provenant de sources de plus en plus douteuses. Le montant total perdu dépassait 200 000 €, sans compter le récent stratagème d'investissement. C'est mon argent à dépenser, a insisté papa lorsqu'il a été confronté aux preuves. Pas quand cela affecte la sécurité de votre famille, a rétorqué le conseiller. Pas quand il est emprunté ou pris sous de faux prétextes. L'avocate a décrit la situation de saisie, pire qu'elle ne l'avait initialement compris. La société hypothécaire avait déjà programmé une date de vente aux enchères avec des perspectives de report limitées par les tentatives de modification précédentes. Il existe des options, a-t-elle expliqué, mais elles nécessitent une action immédiate et une transparence financière complète à l'avenir. Tout au long de ces présentations, les défenses de papa ont traversé des schémas prévisibles, le déni, la minimisation, la déviation, la colère. Il a qualifié les pertes de jeux d'investissement commerciaux et de dépenses de divertissement. Il a blâmé l'économie. Les casinos peu scrupuleux et la famille peu solidaire pour ses problèmes financiers. Lorsque ces arguments ont échoué, il les a attaqués personnellement. Facile pour toi de juger depuis ton emploi chic à Lyon, a-t-il rétorqué à Ambre lors d'un échange. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la vraie pression. Il ne s'agit pas de juger, a-t-elle répondu. S'en tenant à leur approche préparée. Il s'agit d'obtenir l'aide appropriée pour une situation qui nuit à tout le monde, surtout à toi. Le spécialiste de l'addiction a habilement redirigé ces moments. Maintenant l'attention sur les problèmes centraux plutôt que de permettre aux déviations émotionnelles de faire dérailler l'intervention. Chaque professionnel a présenté son évaluation directement mais avec compassion, reconnaissant la douleur tout en refusant d'approuver les tromperies. Enfin, elles ont atteint le moment crucial. En présentant les conditions de son aide financière à l'avenir. Le comptable judiciaire avait préparé un plan complet abordant les crises immédiates et la récupération à long terme. Son aide financière étant conditionnée à des engagements spécifiques de la part des 2 parents.
Nous pouvons stabiliser la situation du logement, a expliqué Ambre. Mais seulement avec ces conditions en place. Les exigences comprenaient 1. Papa entrant dans un programme structuré de traitement de l'addiction au jeu. 2. Les 2 parents participant à des conseils financiers. 3. Tous les comptes devenant transparents et gérés conjointement. 4. Un plan de remboursement du prêt précédent. Même s'il est symbolique. 5. Des séances régulières de thérapie familiale pour rétablir la confiance et la communication. Maman a hoché la tête en accord alors que chaque condition était présentée. L'expression de papa s'est assombrie davantage. Alors, vous utilisez l'argent pour nous contrôler, a-t-il conclu, en faisant du chantage à votre propre père. Non, le thérapeute familial a interrompu. Ce sont des limites, pas des menaces. Ambre offre une aide substantielle. Mais avec des structures qui garantissent que l'aide résout réellement les problèmes plutôt que de permettre leur continuation. Et si je refuse vos conditions, a contesté papa. En regardant directement Ambre. Le moment qu'elle redoutait était arrivé, articulant des conséquences qui n'étaient pas des menaces vides. Le spécialiste de l'addiction l'avait préparé à ce point critique, soulignant que la guérison commence rarement sans une compréhension claire de ce qui est en jeu. Alors j'aiderai toujours maman avec ses besoins, a dit Ambre d'une voix ferme. Mais je ne fournirai pas de fonds qui pourraient permettre la poursuite du jeu. Et je ne contribuerai pas aux arrangements financiers où il n'y a pas de responsabilité. Tu nous laisserais perdre la maison après tout ce que nous avons fait pour toi. La tactique de culpabilité qui avait si efficacement fonctionné dans le passé a maintenant rencontré une résistance préparée. J'offre un moyen de régler la situation de la maison qui comprend le traitement du problème sous-jacent. C'est l'aide la plus significative que je puisse donner. Son explosion est survenue alors. Des accusations de trahison, des rappels des sacrifices parentaux, des déclarations comme quoi elle avait abandonné la loyauté familiale pour une logique financière froide. L'assaut verbal a continué jusqu'à ce que maman intervienne finalement. David, arrête. Sa voix a coupé sa tirade d'une autorité inattendue. Écoute-toi. C'est notre fille qui essaie d'aider malgré la façon dont nous lui avons fait du mal. J'ai passé des années à trouver des excuses pour ton comportement, à couvrir tes traces. À prétendre que tout était normal. Je ne peux plus le faire. Papa l'a regardée comme s'il voyait une étrangère. Tu choisis son camp contre ton mari. Il n'y a pas de camp, a-t-elle répondu. Il n'y a que la réalité contre le déni. Je choisis la réalité, et j'espère que tu le feras aussi. Le face-à-face a persisté. La tension remplissant la pièce alors que papa luttait visiblement contre cette unité contre son déni. Finalement, il s'est levé, l'expression fermée. J'ai besoin d'air, a-t-il annoncé. Se dirigeant vers la porte. Le spécialiste de l'addiction les avait prévenus que cela pourrait arriver. La personne confrontée s'enfuit souvent plutôt que d'accepter immédiatement de l'aide. Laissez-le partir, a-t-il conseillé calmement. Il a besoin de temps pour traiter. Ce n'est que le début d'un long processus. Papa s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Se retournant avec un regard froid dirigé vers Ambre. Je ne t'ai pas élevé pour être si sans cœur. Les mots ont piqué malgré sa préparation à la manipulation émotionnelle. Je t'aime, papa. C'est pourquoi je suis ici au lieu de m'en aller. Il est parti sans répondre. La porte d'entrée se fermant avec un contrôle délibéré plutôt qu'un claquement furieux. D'une manière ou d'une autre. Plus final qu'une sortie dramatique n'aurait pu l'être. Dans le silence qui a suivi, les épaules de maman se sont affaissées alors que la tension se drainait dans l'épuisement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé à l'ensemble de la pièce. Le spécialiste de l'addiction a décrit les prochaines étapes, maintenant la cohérence dans leur approche. Poursuivant les options de traitement pour le moment où papa serait prêt, mettant en œuvre des protections financières indépendamment de sa participation. L'avocate a discuté des mesures immédiates pour retarder les procédures de saisie alors que des solutions plus permanentes étaient explorées. Et toi? A demandé Ambre à maman en privé alors que les professionnels rassemblaient leurs documents. Vas-tu rester ici ce soir? Elle a jeté un coup d'œil autour de la maison. Des décennies de souvenirs en concurrence avec des révélations récentes. Non, je pense que j'irai chez ma sœur un moment. Un peu de distance pourrait nous aider à penser plus clairement. Alors que leur équipe d'intervention partait, Ambre est restée pour aider maman à emballer l'essentiel.
L'efficacité silencieuse de leurs mouvements contrastait vivement avec l'intensité émotionnelle des heures précédentes. Dans sa chambre, elle s'est arrêtée devant une photo sur sa commode. Mes parents lors de leur 25e anniversaire, souriant lors d'une célébration qu'Ambre avait organisée. Un bonheur qui semblait maintenant appartenir à des personnes différentes. Je l'aime toujours, a-t-elle dit doucement. L'homme sur cette photo, le père qui t'a appris à faire du vélo et à vérifier tes devoirs. Je ne sais pas si cet homme existe encore quelque part à l'intérieur de la personne qu'il est devenu. Ambre n'a pas eu de réponse à cette incertitude fondamentale. Au lieu de cela, elle l'a aidé à finir de faire ses valises, l'a conduite chez sa tante, et est finalement retournée à Lyon, émotionnellement épuisée, mais étrangement résolue. La confrontation avait été douloureuse mais nécessaire, éliminant les illusions qui avaient permis à la situation de se détériorer pendant des années. Julien attendait chez eux. L'inquiétude évidente alors qu'il l'étreignait. C'était si mauvais? À peu près aussi difficile que nous nous y attendions, a-t-elle admis. Papa est parti. Maman reste chez sa sœur et rien n'est vraiment résolu. Mais ça a commencé, a-t-il souligné. La vérité est enfin reconnue. Même si ton père n'est pas prêt à l'accepter, cette nuit-là. Allongée à côté de son mari endormi, Ambre a traité les événements de la journée. Le père qui semblait autrefois infaillible apparaissait maintenant profondément imparfait et humain. La maison d'enfance qui représentait la sécurité faisait maintenant face à un sort incertain. L'identité familiale qu'elle avait portée tout au long de sa vie avait fondamentalement changé. Pourtant, aux côtés de ces douloureuses reconnaissances, une clarté inattendue est apparue. Pendant des années, elle a essayé de régler les problèmes de ses parents avec de l'argent et des approches d'évitement qui avaient finalement permis une dysfonction plus profonde. L'intervention d'aujourd'hui, bien que traumatisante, avait finalement aligné leurs actions sur la réalité plutôt que sur des fictions confortables. La guérison ne serait ni linéaire ni garantie. Papa pourrait ne jamais accepter le traitement ni reconnaître son addiction. La maison familiale pourrait finalement être perdue malgré leurs efforts. Les relations pourraient rester tendues indéfiniment. Ces possibilités nécessitaient l'acceptation plutôt que le déni. Alors que l'aube éclairait la fenêtre, Ambre a fait la paix avec cette incertitude. Certains résultats restaient hors de son contrôle, mais elle avait enfin arrêté de participer à des schémas destructeurs. Cette limite représentait sa propre forme d'amour. Plus mature et finalement plus utile que l'aide facilitante qu'elle avait offerte auparavant. 3 mois se sont écoulés avec peu de communication de la part de papa. Le spécialiste de l'addiction l'a assuré que ce n'était pas inhabituel. Décrivant une période de traitement lorsque la personne confrontée avait besoin de faire l'expérience des conséquences avant de devenir réceptive à l'aide. Maman appelait régulièrement de chez sa tante, rapportant des échanges de SMS occasionnels avec papa, mais aucune conversation substantielle sur le traitement ou la réconciliation. Pendant ce temps, des interventions professionnelles se poursuivaient sur plusieurs fronts. L'avocate a négocié un sursis temporaire aux procédures de saisie conditionnées à un plan de paiement structuré qu'Ambre garantissait. Le conseiller financier a travaillé avec maman pour comprendre leur situation financière complète, découvrant des dettes supplémentaires, mais identifiant également des actifs qui pourraient aider à stabiliser leur position. La thérapeute a dispensé des séances hebdomadaires à maman, qui est passée progressivement de l'auto-incrimination à une compréhension plus équilibrée des dynamiques de codépendance. Ambre est retournée au travail, expliquant la situation à sa superviseure en termes professionnels qui transmettait néanmoins l'impact personnel. Son soutien continu s'est avéré inestimable alors qu'elle jonglait entre ses responsabilités professionnelles et la gestion de la crise familiale. Julien a fait preuve d'une patience et d'un soutien exceptionnels, ne se plaignant jamais des intrusions de la crise familiale dans leur vie de jeunes mariés. Sa perspective fournissait souvent un équilibre précieux lorsque les émotions brouillaient son jugement. Ils prennent de meilleures décisions maintenant, a-t-il observé après une séance de thérapie particulièrement difficile où d'anciens ressentiments sont réapparus. Pas des décisions parfaites, mais de meilleures. C'est un progrès significatif. 1 an après l'intervention, ils se sont réunis dans un restaurant pour célébrer l'anniversaire de maman. Un dîner simple représentant une réussite compliquée. Papa est arrivé ponctuellement, apportant un bouquet modeste acheté avec son propre argent honnêtement gagné. Maman a accepté les fleurs avec une appréciation sincère plutôt qu'avec le désir anxieux de plaire qui avait caractérisé les interactions précédentes. Ambre a regardé leur échange avec un optimisme prudent,
reconnaissant des dynamiques plus saines sous l'embarras superficiel. Pendant le dessert, papa lui a discrètement montré son jeton de sobriété de 9 mois. La fierté était évidente dans ce symbole tangible de son engagement de rétablissement. L'étape n'était pas sans contexte. Il avait connu une rechute à 3 mois, un revers qui avait renforcé plutôt qu'entravé son engagement dans le traitement. Un jour à la fois, a-t-il dit. Faisant écho à la philosophie centrale du programme de rétablissement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais ils valent tous la peine. Les réalisations professionnelles d'Ambre ont continué parallèlement à ses développements familiaux. La concentration et la résilience développées grâce à des défis personnels se sont traduites par des forces professionnelles, aboutissant à une promotion au poste de gestionnaire de portefeuille senior avec des responsabilités clients élargies. La carrière d'ingénieur logiciel de Julien a également progressé. Leur sécurité financière combinée se reconstruisait progressivement après la perte d'investissement significative. Le dîner s'est terminé par une nouvelle inattendue. La grossesse d'Ambre révélée après une longue discussion sur le calendrier au milieu du rétablissement familial en cours. L'annonce a généré une célébration sincère, transcendant momentanément les histoires compliquées par une anticipation partagée de nouveaux débuts. Je veux être un grand-père que mon petit enfant pourra respecter, a dit papa calmement en se séparant. La vulnérabilité remplaçant le positionnement défensif qui avait dominé les années précédentes. Tu es sur cette voie, a assuré Ambre, reconnaissant le progrès sans ignorer les défis continus. Le voyage de l'année passée avait fondamentalement changé sa compréhension des dynamiques familiales, des impacts de l'addiction et des complexités de l'aide authentique par rapport à l'assistance facilitante. Des leçons ont émergé qui allaient façonner son approche des relations personnelles et des conseils professionnels. L'addiction déforme les relations en cercle concentrique, affectant non seulement la personne dépendante, mais aussi tous ceux qui y sont connectés. Le jeu n'était pas la lutte privée de papa, mais une maladie familiale nécessitant une guérison familiale. Le soutien financier sans responsabilité facilite souvent plutôt qu'il n'aide, quelles que soient les bonnes intentions. L'argent fourni sans structure appropriée avait perpétué plutôt que résolu les problèmes. L'intervention professionnelle apporte une expertise que les membres de la famille ne peuvent pas fournir eux-mêmes. Les connaissances spécialisées des conseillers en addiction, des experts financiers et des thérapeutes s'étaient avérées essentielles pour aborder des crises multicouches. La guérison implique de pleurer ce qui a été perdu tout en construisant ce qui reste possible. La maison familiale. Les schémas relationnels précédents et les images idéalisées avaient tous nécessité un lâcher-prise avant que la guérison ne puisse progresser. Le pardon n'exige pas d'oublier ou de faire semblant que le mal ne s'est pas produit. L'équilibre entre responsabilité et compassion est resté une pratique continue plutôt qu'une décision ponctuelle. La guérison suit son propre calendrier plutôt que des calendriers pratiques. Le rythme non linéaire, parfois frustrant, de la guérison avait enseigné la patience et la persévérance. Les limites expriment l'amour lorsqu'elles soutiennent la santé plutôt que de faciliter la dysfonction. L'établissement de limites s'était finalement avéré plus attentionné que les tentatives de sauvetage financier illimité, alors qu'elle se préparait à la parentalité. Ces idées ont éclairé ses espoirs de créer des schémas familiaux plus sains pour la prochaine génération. L'enfant qui grandissait en elle hériterait d'une histoire familiale complexe, mais aussi de la sagesse acquise en affrontant plutôt qu'en évitant les vérités difficiles. L'histoire ne s'était pas terminée avec une résolution parfaite. Le rétablissement de papa était encore relativement nouveau. L'indépendance de maman continuait de se développer. Les conséquences financières persistaient sous diverses formes. Pourtant, parallèlement à ces défis continus, une guérison authentique avait commencé, offrant un espoir qui n'était pas basé sur le déni, mais sur l'affrontement de la réalité avec les soutiens appropriés. Quelle a été votre plus grande leçon de cette dernière année ? A demandé Julien en rentrant du dîner d'anniversaire. Elle a soigneusement réfléchi à la question. Voulant capturer la vérité essentielle parmi de nombreuses réalisations, que l'amour exige parfois de faire le choix le plus difficile. Elle a finalement répondu. Pas celui qui est confortable ou celui qui plaît immédiatement, mais celui qui honore la vérité et soutient la santé réelle, même lorsque c'est terrible sur le moment. La sagesse semblait inadéquate pour la complexité qu'ils avaient traversée. Pourtant, elle représentait un changement fondamental dans son approche des relations familiales et des défis de la vie. Avez-vous jamais dû prendre une décision difficile parce que c'était la bonne chose à faire, même si cela faisait mal, ou soutenir un être cher à travers une addiction ou des difficultés financières ?
Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui est confronté à des défis similaires en ce moment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire vous a parlé et de la partager avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre que poser des limites avec sa famille est parfois la chose la plus aimante à faire. Merci de votre écoute et rappelez-vous que la guérison est possible même après les trahisons les plus douloureuses.